bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Et je suis ravi d'être là pour discuter d'un sujet, oui, fascinant et actuel. Absolument. Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène qui fait beaucoup parler depuis mai 2020. Ces interactions parfois un peu étranges entre des orques et des bateaux au large de la péninsule ibérique. On va essayer de comprendre ce qui se passe au-delà des gros titres. Oui, c'est une bonne chose. Comprendre est essentiel, à la fois pour les navigateurs, bien sûr, mais aussi pour ces orques qui sont, on va le voir, assez uniques. Les données s'accumulent, heureusement. Alors, pour commencer, rappelons un peu les faits. Ça a démarré quand, où exactement, et ça concerne combien d'incidents? 700 interactions. Ça se passe surtout le long des côtes espagnoles, portugaises, mais on a eu des signalements qui remontent parfois jusqu'en Bretagne, donc c'est pas juste localisé à Gibraltar. 700, c'est énorme. Et comment ça se déroule, une interaction type? Est-ce que ce sont des attaques? Le mot attaque, il est peut-être pas le plus juste. Ce qu'on voit, c'est un schéma assez récurrent. Les orques ciblent très souvent le safran. Vous savez, cette pièce mobile sous la coque qui sert à diriger. Oui, le gouvernail. Voilà, le gouvernail. Et elle vise surtout des voiliers, en général de moins de 15 mètres. Ça peut durer, disons, 30 minutes, parfois 1 heure, voire 2. Les dégâts au gouvernail sont fréquents, oui, mais les naufrages, heureusement, ça reste très rare. D'accord. Ce ciblage du safran, c'est quand même très spécifique. Face à ça, il y a plusieurs hypothèses scientifiques, je crois. La première, c'est celle du jeu. Oui, c'est l'hypothèse, on va dire, privilégiée par pas mal de chercheurs. Quand on regarde les vidéos, celles qui ont été analysées par la Commission baleinière internationale, par exemple, on voit souvent des approches assez calmes. Calme. Ouais. Comment ça? Les orques posent le safran avec leur nez, leur rostre, elles le secouent, parfois jusqu'à le casser, c'est vrai, mais il n'y a pas cette frénésie qu'on attendrait d'une attaque agressive. Et puis, autre chose, ce sont souvent des jeunes qui commencent l'interaction. Des jeunes. Oui, des juvéniles, des subadultes, parfois il y a des adultes pas loin qui observent. Ça colle bien avec un comportement de jeu qui pourrait se transmettre, vous savez, par imitation, une sorte de mode, quoi. Alex Serbini, du comité scientifique de la CBI, il insiste bien là-dessus. On ne voit pas de signe d'agressivité. Une mode chez les orques. C'est une perspective. Mais il y a une autre idée qui circule, liée à la chasse, c'est ça? Exactement. C'est une autre piste, explorée notamment par un institut de recherche, le BDRI. Il suggère que la forme, ou peut-être l'hydrodynamisme du safran, ça pourrait rappeler aux orques le thon rouge. Le thon rouge. Leur proie. Oui, leur proie principale dans cette zone. Ces orques ibériques, elles suivent la migration du thon. Alors l'idée, c'est que jouer avec les safrans, ça pourrait être une sorte d'entraînement pour les jeunes, une façon d'apprendre à maîtriser une cible qui bouge, qui résiste. D'accord, donc soit un jeu, soit un entraînement à la chasse. On est loin de cette histoire de vengeance de White Gladys dont on avait entendu parler. Au début, cette théorie, elle est écartée maintenant, hein? Oui, là-dessus, la communauté scientifique est assez d'accord. Il y a eu une lettre ouverte en 2023, signée par beaucoup d'experts, qui mettait en garde contre ça. Parler de vengeance, c'est un peu projeter nos émotions humaines, faire de l'anthropomorphisme. Il n'y a aucune preuve concrète qu'une orque veuille se venger d'un bateau. C'est important de le préciser. Et ces orques, justement, elles sont dans une situation particulière, non? C'est une population menacée. Ah oui, très menacée. C'est même fondamental de le rappeler. Cette population d'orques ibériques est classée en danger critique d'extinction sur la liste rouge de l'UICN depuis 2019. En danger critique. Oui, on estime qu'il reste seulement 35, peut-être 39 individus en 2023. C'est tout petit. Et ils sont génétiquement différents des autres orques. Sur ce petit groupe, il n'y en aurait qu'une quinzaine environ qui participent à ces interactions. Et elles subissent déjà beaucoup de pression. Moins de thon à cause de la surpêche, le trafic maritime énorme dans le détroit, la pollution. Une quinzaine sur moins de 40. Et ce comportement s'est répandu si vite parmi eux? Comment c'est possible? Par apprentissage social, c'est ce qu'on appelle parfois le transfert horizontal. Les orques sont très intelligentes. Elles apprennent en observant les autres, en imitant. Christophe Guinet, un chercheur du CNRS, il a bien montré comment ça a augmenté. On est passé d'une cinquantaine d'interactions en 2020 à plus de 200 en 2023. Plus de 200? Oui, ça montre bien que ça se propage. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des sortes de modes chez les orques. Il y a eu cette histoire incroyable en 1987, dans le Pacifique, d'orques qui se baladaient avec des saumons morts sur la tête. Ah oui, je me souviens de ça. Fascinant. Bon, alors, concrètement, pour les navigateurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ça, pour coexister?
Il y a des protocoles maintenant. Le conseil numéro 1, c'est de ne pas paniquer, ne pas chercher l'escalade. Il faut arrêter le bateau, débrayer le moteur, laisser flotter le gouvernail sans essayer de le reprendre si les orques jouent avec. Ne pas résister, en somme. Voilà, pas de manœuvre brusque, qui si possible, bien sûr, garder ses distances, au moins 500 mètres, et essayer d'éviter les zones et les périodes où on sait qu'elles sont très présentes, surtout de mai à septembre le long des côtes ibériques. Apparemment, ces mesures, elles commencent à porter leurs fruits. On voit une baisse des interactions où il y a vraiment des dégâts actifs et moins de demandes de remorquage. Donc, pour résumer, Mais si on se base sur ce qu'on sait aujourd'hui, pas d'agression volontaire, pas de vengeance, plutôt un comportement appris, peut-être un jeu ou un entraînement à la chasse qui s'est transmis entre quelques jeunes d'une population d'orques très fragile. C'est tout à fait ça, et ça souligne vraiment l'importance de continuer à les étudier, à essayer de comprendre sans projeter nos propres idées trop vite. Mieux comprendre, c'est essentiel pour la sécurité en mer, et surtout pour protéger cette population unique qui est vraiment en grand danger. peut-être une dernière réflexion. Ces orques, d'une certaine manière, elles nous obligent à regarder notre propre impact sur l'océan, non? Et la façon dont la vie marine s'adapte, parfois de façon très inattendue, à notre présence. Qu'est-ce que ça dit de notre cohabitation future avec elles? Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.